Salut à tous. Et si on partait aujourd'hui pour la forêt de Brocéliande? Donc je vous amène dans ce lieu qui est rempli de contes, de mystères et de magie, où on va découvrir le tombeau de Merlin par exemple, là, qui se trouve juste derrière moi, la fontaine de Jouvence, un arbre doré, une maison néolithique, où je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionnait à l'époque, un château, le château de Trécesson, qui est réputé hanté, un chêne guillotin. Donc, un chêne guillotin, c'est le chêne qui était vénéré par les Celtes et il a entre 800 et 1000 ans. On découvrira aussi un site mégalithique. Donc, c'est un alignement que j'ai découvert dans la forêt de Brocéliande. Et pour ma part, je l'ai trouvé plus sympathique même que celui de Carnac. Je retournerai aussi sur des lieux qui ont été un peu dévastés par les incendies l'année dernière, donc en 2022, dans le Finistère. Et pour ce faire, qui d'autre de mieux que notre garçon de course assez efficace, qui est déjà sur place et qui va nous parler de tous ces mystères, ces contes et ces magies. On va se rendre au château de Trécesson. Donc, je vais vous faire découvrir. Donc, il est dans la forêt de Brocéliande. Donc voilà, c'est une autre étape parmi toutes les promenades prévues de faire. Donc, ensuite, il y aura un alignement des menhirs que je vais vous présenter aussi. Et voilà, allez. C'est parti pour le château de Trécesson. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il a conservé son aspect médiéval et qu'il est l'un des plus impressionnants de Bretagne. Ses imposants murs de schiste rougeâtre se reflètent dans les eaux de l'étang qui l'entoure. Il est situé sur la commune de Campénac, dans le Morbihan, et exactement à proximité de la forêt Pimpon-Brocéliande. C'est une propriété privée, cependant, il est possible de le visiter à certaines périodes. L'entrée est commandée par un important châtelet flanqué de deux tours étroites, en encorbellement réunies par une ancienne galerie à mâchicoulis. Sur la droite, une longue façade presque aveugle surmontée d'un toit ardoise à longs pans. Autour, dans la cour intérieure de forme trapézoïdale, on trouve à droite un corps de logis de facture plus récente, sans doute fin du 8e siècle, sur la gauche des bâtiments domestiques et une petite chapelle. L'ensemble est un site protégé classé au monument historique. Au niveau de son histoire, le château de Trécesson est déjà mentionné comme demeure des seigneurs Plohermel et Campénac. La famille Trécesson est connue depuis le 8e siècle. Son premier représentant connu fut le chevalier Jean de Trécesson et le château aurait été bâti par Jean de Trécesson. Vers 1440, la dernière héritière du nom de Trécesson se marie avec Éon de Carnet. Ce dernier et son petit-fils François relèvent le nom de Trécesson et entreprennent la transformation et la reconstruction du château. La demeure restera donc propriété de la famille Carnet-Trécesson jusqu'en 1773. Ensuite, en 1793, il y a eu une vente du château et pour la dernière date, il s'agit d'avril 2022 où il a pu être partiellement visité. Au niveau des légendes et des petites histoires, plusieurs légendes sont liées au château. La plus connue est celle de la Dame Blanche, mais il y a aussi celle du curé sans tête, un fantôme qui rôderait dans les prairies autour du château, près de la départementale 312. Il y a aussi une légende des joueurs de fantômes et celle du manoir du Pied d'Ânon. Pour la légende de la Dame Blanche, dont les faits sont relatés dans un volume de la revue Le Lycée armoricain en 1824, les faits se seraient déroulés entre 1740 et 1760, à l'époque où le château appartenait au bon seigneur Monsieur de Trécesson. Et justement, ce Monsieur de Trécesson était contre le braconnage, car il y en avait beaucoup dans ces années-là. Un soir, un braconnier rôdait autour du château, justement, et fut surpris par une scène étrange dans les bois, où il eut l'idée d'observer tout cela caché en haut d'un arbre. Il pouvait apercevoir un attelage tiré par deux chevaux qui s'arrêta non loin de son arbre, où il était perché. Deux hommes munis de pioches et de bêches sortent de l'attelage et creusèrent une fosse. Quand cette fosse fut terminée, les deux gentilshommes reviennent à l'attelage et font descendre avec violence une jeune dame richement parée. Vêtue d'une robe de soie blanche, sa tête était couronnée de fleurs et elle tenait un bouquet. Il s'agissait en fait d'une jeune fiancée qui suppliait ses frères de lui laisser la vie. Mais en vain, car ils répondèrent qu'elle a déshonoré sa famille
et n'en fait désormais plus partie. La fosse alors achevée, la jeune femme y est précipitée, puis enterrée vivante. Quand la voiture disparaît, le braconnier descend alors de son arbre et n'osa pas porter secours à cette femme et rentre chez lui pour raconter à son épouse ce qui vient de se passer. Depuis, la Dame Blanche apparaîtrait sur les toits du château de Trécesson les soirs de pleine lune. Cependant, il n'existe aucun témoignage direct connu pour attester la présence de ce fantôme dans ce château. Nous avons aussi les fantômes joueurs. Cette légende s'attache à une pièce particulière du château, une chambre du deuxième étage, au bord d'un couloir qui est réputé hanté. Tout se passe exactement une nuit où le chevalier Philippe de l'Hôpital a vécu un drôle de moment. À minuit, il est réveillé par une lueur et quelques bruits. Au fond de la pièce, il y vit deux hommes en train de jouer une partie de cartes. Ce bon Philippe prit peur et a tiré avec son arme sur ces deux spectres. Et soudain, tout a disparu. Nous avons aussi une scène déchirante de deux fantômes sur le pont-levis. Ce sont des fantômes qui sont prisonniers de leur amour. Il s'agissait d'un seigneur qui était en partance pour les croisades et sa bien-aimée. Apparemment, ils rejoueraient une scène à l'infini de leur adieu déchirant. Nous avons aussi une légende, mais qui ne concerne pas de lieu hanté ou quoi que ce soit, mais c'est celle du manoir du Pied d'Anon. Et cette légende, en fait, est connue par rapport au maquis de Trécesson, qui se rendait souvent à Versailles et qui s'adonnait à sa passion du jeu, au point de perdre absolument toutes ses possessions, le château, le domaine et tout ce qui l'entourait. Un jour, il a joué tout ça et il a tout perdu, et persuadé qu'il ne lui restait plus rien, il est sur le point de se faire sauter la cervelle, quand son valet de chambre lui dit: Attendez, il vous reste le manoir du Pied d'Anon. En réalité, il s'agit d'une misérable cabane en bois accrochée à un rocher, si insignifiante que le marquis l'avait oubliée. Le marquis joue donc le Pied d'Anon, gagne et finit par retrouver toutes ses possessions. Donc le château aurait pu être perdu à ce moment-là, d'après cette légende. Voilà, vous savez à peu près tout sur le château de Trécesson. Maintenant, je vais vous amener dans un autre lieu. Où est-ce que tu nous amènes maintenant? Alors, je me suis éloigné un petit peu de la forêt de Brocéliande, mais je suis juste à côté. Je suis allé faire une promenade là ce matin, et donc c'est pour vous montrer un alignement de menhirs. Donc là, c'est parti, je vous le montre. Donc ce site, cet alignement de menhirs, est exactement à Médréac. Il y a plus de 48 menhirs qui sont classés monuments historiques et qui se dressent sur des prairies à 4 km environ du bourg. Cet ensemble mégalithique, constitué exclusivement de menhirs, est très important. Il a été mis en place par les premiers agriculteurs du néolithique, entre moins 5000 et moins 2000 avant Jésus-Christ. On ira voir d'ailleurs une maison néolithique et je vais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement qu'il y avait à l'époque. Revenons sur les menhirs. Donc ces menhirs sont disposés en 5 fils orientés nord-nord-ouest, sud-sud-est, tous composés de quartz variant de 1,80 m à 5,40 m de longueur et culminent à 105 m d'altitude. À savoir aussi, les menhirs de Monteneuf appartenaient à la mémoire collective. C'étaient 3 pierres plantées au milieu de la lande et qui étaient depuis longtemps le point de rendez-vous des amoureux et des enfants qui gardaient les troupeaux. Une fois la végétation disparue lors d'un incendie en juillet 1976, qui révéla une quantité d'autres blocs rocheux couchés sur le sol. Voilà comme le hasard des fois fait bien les choses. Mais le regard décisif fut celui du maître de l'époque, Monsieur Oran, passionné d'archéologie, qui a su reconnaître des vestiges préhistoriques là où d'autres n'auraient vu que de grosses pierres. Il alerta immédiatement la direction des Antiquités de Bretagne, qui missionna un archéologue, qui était Yannick Le Cerf, ancien chercheur au CNRS et conservateur du patrimoine. Si 39 monolithes ont pu être relevés sur le site, c'est que les archéologues disposaient
des preuves que chacun d'eux avait bien été dressé dans cette fosse de calage et dans cette orientation. Pour la plupart des pierres encore couchées, nous ne connaissons pour l'instant ni leur emplacement précis, ni comment elles étaient dressées. Allez, je me dirige maintenant vers la maison néolithique. C'est vraiment impressionnant. Là, on est à l'intérieur d'une maison reconstituée. Et je peux déjà commencer par vous dire que le néolithique atteint la péninsule armoricaine il y a plus ou moins 7000 ans, 5000 avant notre ère. Alors cette maison néolithique a été bâtie entre 2005 et 2013 par une association qui est l'Eland. Cette maison est bien sûr une restitution et elle est à échelle réduite et montre une habitation de la fin du néolithique découverte au nord de Rennes. Ce que vous avez pu commencer à voir était l'espace mouture. Donc c'est un peu leur vie quotidienne et les techniques des hommes et des femmes du néolithique pour réaliser de la farine comme à la préhistoire. Pour cela, il vous faut une meule et une molette. Il faut bien sûr vous positionner à genoux devant la meule et placer la molette en haut de la meule. Faire glisser la molette en la gardant en contact avec la meule. Ensuite, il faudra poursuivre ce frottement en remontant la molette et reproduisez ce geste plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'une farine. Bien sûr, selon les âges, le temps varie. Quelques autres outils du néolithique comme la hache en pierre polie ou l'arère. Donc l'arère, c'est une pièce qui est tractée par deux bovins et cet outil servait à labourer les champs. Avant d'y semer les graines, en fait, c'est l'ancêtre de la charrue. Nous avons aussi la reconstitution d'une tombe à couloir. Donc c'est un monument funéraire. Les grandes dalles étaient entièrement recouvertes de petites pierres, formant ainsi un cairn. Et les hommes du néolithique y déposaient leurs morts. La chambre funéraire au fond du couloir accueillait plusieurs morts, et cela à différentes époques. Intéressant tout ça. Et maintenant, tu nous amènes où? Je me rends au tombeau de Merlin et la fontaine de Jouvence. Avant, je vous montre quelques petits vestiges qu'il y avait sur la route. Je suis pas très loin de la fontaine de Jouvence, donc voir si ça marche. Et peut-être que j'aurai 10 ans dans ma prochaine vidéo, ou peut-être même que je serai un bébé. On va voir, on va tester ça. Tiens d'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en penses de la fontaine de Jouvence? Bon, moi j'y crois pas beaucoup. Ça fait 400 ans que j'essaye et ça ne marche pas. Oh ben, au lieu de dire n'importe quoi, ben moi là ça y est, j'y suis à la fontaine de Jouvence et là je peux te dire que c'est assez sec. Il y a plein de cairns, là comme vous pouvez le voir. Et en fait, la fontaine de Jouvence, je me suis fait un peu avoir. J'ai cru que c'était ça et j'ai cru que c'était sec. Mais en fait, elle est juste derrière, donc là je vous la montre. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche, la fontaine de Jouvence. Donc je vais vous l'expliquer. Nous voici donc devant la fontaine de Jouvence. Lorsque Excalibur est venu dans le monde des hommes, de nombreux sites magiques se sont éveillés. Et lorsque Excalibur est retourné de l'autre côté, la magie s'est endormie. Cependant, en certains lieux, cette magie existe encore. Ainsi, la fontaine de Jouvence pouvait autrefois vous rendre toute votre jeunesse, mais elle a gardé encore le pouvoir de vous rajeunir d'1 an. Bien sûr, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut d'abord venir par une nuit des plus courtes de l'année. Et il faut guetter dans l'après-midi le moment où le soleil et la lune sont en même temps dans le ciel, et lorsque le soleil passe l'horizon et la lune passe au-dessus, changeant cette fontaine en un miroir d'argent. À ce moment-là, il faut entrer dans l'eau et s'en recouvrir entièrement. Bien sûr, si on fait correctement le rituel, on peut rajeunir d'1 année. Une chose aussi qui est plutôt historique, à chaque début d'année, les druides faisaient le recensement des jeunes du village. Seulement, de temps en temps, il manquait quelques enfants qui ne répondaient pas à l'appel.
mais par contre ils répondaient l'année suivante, ce qui leur permettait d'avoir une année en moins. La fontaine de Jouvence est aussi liée à Dame Viviane. Je vous propose maintenant de partir pour le tombeau de Merlin. Bien, pour Merlin, ce qu'on va découvrir, c'est déjà qu'il est peut-être pas mort. Alors tout d'abord, ici, c'est le lieu particulier qui symbolise l'amour entre la fée Viviane et Merlin. C'est un amour inconditionnel, puisque c'est ici qu'elle l'aurait emprisonné pour la vie afin de le garder auprès d'elle, car Viviane était extrêmement jalouse. Bien sûr, après que Merlin aurait révélé tous ses secrets à Viviane. Merlin, donc, normalement, il n'est pas mort, en tout cas d'après la légende. Merlin lui a révélé aussi, donc, le secret pour garder un homme éternellement. Mais il ne savait pas que Viviane allait lui jeter ce sort. Elle l'aurait enfermé dans 9 cercles immatériels d'air, ce qui fait que c'est ce qui reste de son tombeau. Il y a un cercle de pierre qui symbolise ce maléfice, ce sortilège. La légende veut que Merlin ne soit pas mort puisqu'il est toujours auprès de Viviane pour la vie. Quand on tape du pied par terre, par exemple, en face de son tombeau, ça sonne creux. Et si ça se trouve, Merlin est juste sous nos pieds. Il y a une tradition ici, c'est de faire une offrande, donc quelque chose qu'on a fabriqué avec ses mains, quelque chose qu'on a fabriqué nous-mêmes, et on fait un vœu. Bien sûr, on ne le dit pas, on le dépose sur le rocher, enfin le tombeau de Merlin. On remercie Merlin de bien vouloir l'exaucer, et d'après la légende, le vœu se réalise. Je poursuis ma randonnée et donc je vais me rendre à un arbre doré. Donc là, vous pouvez commencer à le voir, il est là. Donc cet arbre doré, ou l'arbre d'or, comme on l'appelle, il est ici car il symbolise quelque chose. En effet, en septembre 1990, 2 incendies successifs dévastent plusieurs centaines d'hectares de la lande et de la forêt du Val sans retour. Ce terrible événement engendre un élan de solidarité au sein de la population afin de préserver ce site naturel de la forêt de Brocéliande. Dès l'année suivante, l'association Le Sauvegarde du Val sans retour, aidée par des milliers de bénévoles, replante plus de 500 000 arbres à Paimpont. Pour célébrer le renouvellement de la forêt, une œuvre d'art est créée par le sculpteur François Davin. L'artiste choisit au cœur d'une aire de petites pierres levées un arbre dont la silhouette rappelle les bois d'un cerf, seigneur des animaux de la forêt. L'arbre, qui est alors calciné, est donc recouvert de 5000 feuilles d'or. Entouré de 5 chênes noircis, l'arbre d'or symbolise le caractère fragile et précieux de la forêt. Aujourd'hui, il est intégré au cœur de la végétation. Cette création mystérieuse, aux reflets dorés, est devenue un site très populaire de la forêt de Brocéliande. Une légende entoure désormais l'arbre d'or situé tout près du miroir des fées. Et cette légende est née d'une histoire fidèle à la tradition arthurienne. On raconte qu'au fond du Val se trouvait un arbre sur lequel poussaient chaque nuit des feuilles d'or. Juste avant le lever du jour, des lutins de Brocéliande venaient les ramasser pour fabriquer un augu magique destiné à soigner les arbres abîmés. Un jour, Henriette, une enfant du pays, se perdit dans la forêt de Paimpont. En voyant dans l'obscurité un arbre briller, elle s'en approcha et par curiosité le toucha. Mais une malédiction la transforma aussitôt en arbre noir. Et lorsque ses camarades partis à sa recherche arrivèrent au pied de l'arbre, ils l'enlacèrent et subirent à leur tour le même sort. Dès l'aube, les lutins arrivèrent sur les lieux pour leur collecte quotidienne. Or, ce jour-là, ils se retrouvèrent subitement transformés en pierre. Depuis, l'arbre d'or semble protégé par les 5 arbres noirs et les pierres levées qui l'entourent. Si l'arbre au tronc resplendissant attire toujours les promeneurs, gare à ceux qui l'approchent de trop près. Alors là, cette fois-ci, je me trouve toujours dans la forêt de Brocéliande, donc en Bretagne, et je vais me rendre à un chêne qui est millénaire. Et ben, je vais vous le montrer. Là, il est dans 100 mètres.
Alors, le chêne à guillotin ou le chêne des rues Éon est un chêne qui était vénéré par les Celtes. Cet arbre a été reconnu comme remarquable en France grâce à son allure de pachyderme, à son grand âge et à son histoire singulière. Le chêne à guillotin a obtenu en 2017 le prestigieux label Arbre remarquable de France. Selon l'écologie ou la légende, cet arbre aurait entre 500 et 1000 ans. Alors on continue les petites randonnées et là on va se rendre au sommet d'un point de vue et je vais vous montrer aussi où ça a pas mal brûlé. Donc voilà, c'est le résultat des incendies qu'il y a eu à Campénac, dans le Morbihan, donc en partie dans la forêt de Brocéliande. En 3 jours, il a ravagé 400 hectares. C'était un vendredi 12 août 2022. Il a créé cependant un élan de solidarité qui a vu le jour entre les habitants, les élus, les agriculteurs, qui perdure encore aujourd'hui pour améliorer les dispositifs de lutte contre les incendies. Voilà, là je suis à mon point de vue et vous avez déjà pu entrevoir un peu ce qu'a donné cet incendie. Donc il était vraiment d'une grande ampleur, on va dire. On peut voir que là ça repousse, donc va y avoir des successeurs. Je peux aussi vous dire que en 2022, donc les pompiers ont évacué les habitants du Lidrio, puis ceux du village de l'Eslan, la Taponnière, la Villa André, Sainte-Anne et les 17 sœurs de l'abbaye La Joie Notre-Dame, soit 150 personnes au total. Et ils ont décidé d'ouvrir la salle polyvalente pour les accueillir. À 2 heures du matin, il y avait déjà de nombreuses personnes dans le bourg qui venaient pour proposer leur aide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je laisse défiler quelques petites images résumant un petit peu ce qu'on a vu et ainsi qu'un petit bonus. Voilà, à bientôt et prenez soin de vous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je me trouve dans la forêt de Brocéliande et je suis avec Jenny. Bon bah j'ai trouvé un petit endroit sympa pour ce soir. On va rester là je pense. Bon, et bien santé et santé.